On avait même vu d'ailleurs le portrait de Jabotinsky au moment des mouvements sociaux il y a quelques années sur le boulevard Rothschild à Tel Aviv. Jabotinsky, c'est le père fondateur de la droite israélienne. On peut pas l'annexer au camp au camp libéral progressiste entre guillemets. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Zeev Jabotinsky et de son rapport avec le judaïsme, avec un livre qui va paraître très prochainement, Questions autour de la pensée juive, un livre présenté, traduit et annoté par Pierre Lursin. Pierre, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce livre qui est en fait une présentation de textes et d'articles écrits par Zeev Jabotinsky, l'un des pères fondateurs du sionisme, sur son rapport au judaïsme, aux religieux et à la Torah. Alors, on pourrait croire que Jabotinsky, qui prônait une politique libérale et laïque, une pensée selon laquelle chacun est libre de faire comme bon lui semble, et que l'État, surtout, ne peut en rien imposer quoi que ce soit, surtout en matière de religion, en fait, cette pensée a un peu évolué chez Zeev Jabotinsky. C'est un peu ce que vous essayez de montrer dans votre livre, Pierre. Oui, tout à fait. Les textes que j'ai réunis qui datent des années 30, en fait, marquent une évolution très très notable de sa pensée, de sa conception. Effectivement, comme vous l'avez dit, je dirais au départ, c'est un juif totalement laïque et qui est très attaché au principe de liberté individuelle et de liberté de conscience. Et petit à petit, il évolue vers une conception très différente, au point que lors du congrès fondateur de la nouvelle organisation sioniste révisionniste en 1935, eh bien, il affirme. Il fait voter une résolution qui dit que on va en parler dans quelques instants, Pierre, de cette résolution, parce qu'elle est très intéressante. Je voudrais qu'on commence un peu par Zeev Jabotinsky et un peu son enfance, qui est un peu donc le moment où justement il va recevoir un peu cette pensée. Alors quelle éducation il a reçue à la maison? Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est d'une part qu'il a été orphelin de père très jeune, donc c'est sa mère qui l'a élevé, lui et sa sœur qui les a élevés, et sa mère était une juive pratiquante. Il relate dans son autobiographie qu'elle allumait les bougies le vendredi soir, qu'elle faisait la prière le matin, mais en même temps, il n'a pas reçu une éducation juive traditionnelle. Il n'a pas été, comme beaucoup d'autres dirigeants sionistes, au Cheder, à la Yeshiva. Il a fréquenté l'école russe, comme tous les élèves russes d'Odessa, et quelque part, il a été marqué par une éducation, je dirais, à la fois d'un côté traditionnel et de l'autre côté une éducation profane et laïque et cosmopolite qui correspondait à l'esprit de la ville d'Odessa. Et donc c'est cette double influence qui l'a marqué. Et en même temps, il est toujours resté attaché à la Bible hébraïque qu'il a connue depuis sa jeunesse, et au point qu'il a écrit un roman biblique, Samson, et quelque part la Bible l'a marqué, comme d'ailleurs c'était le sujet d'un précédent livre sur ses conceptions sociales et économiques inspirées de la Bible. Donc on peut pas en faire. En fait, il y a toujours une dualité entre sa conception générale par rapport à l'État et son rapport avec, on va dire, la tradition et la religion. Oui, effectivement, mais j'irais même un petit peu plus loin en disant que on peut pas non plus en faire comme certains ont voulu l'annexer un petit peu au camp de la gauche israélienne, au camp des partisans d'un État de tous ses citoyens. C'est une tendance qui existe toujours en Israël. On avait même vu d'ailleurs le portrait de Jabotinsky au moment des mouvements sociaux il y a quelques années sur le boulevard Rothschild à Tel Aviv. Jabotinsky, c'est quand même c'est le père fondateur de la droite israélienne. On peut pas l'annexer au camp au camp libéral progressiste entre guillemets. C'est-à-dire, il est progressiste dans ses conceptions sociales, mais il est attaché à la tradition, et surtout il le devient de plus en plus, surtout d'ailleurs après l'affaire Arlozorov. C'est ça, je dirais, l'élément déterminant dans l'évolution de sa pensée. Qu'est-ce que justement, dans peut-être aussi dans ses rencontres ou dans ses échanges avec certaines personnes, je pense que vous allez nous en parler, qu'est-ce qui a fait justement évoluer cette conception et son rapport par rapport à la religion et au judaïsme? Oui, alors le moment déterminant, le moment crucial, c'est l'affaire Arlozorov, le procès Stavsky. Pour rappeler en deux mots, lorsque le dirigeant sioniste Arlozorov est assassiné sur une plage de Tel Aviv, eh bien la presse et le Yishuv entier accusent immédiatement le Bétar sans aucune preuve, et trois militants sont accusés et sont condamnés. Et parmi ceux qui prennent leur défense, il y a le rabbin Avraham Yitzhak Cohen Cook, le grand rabbin d'Eretz Israël de l'époque. Et Jabotinsky est très influencé
est très impressionné par cette prise de position courageuse du rabbin Kook, hein, qui le fait un petit peu à ses dépens, parce qu'on l'accuse aussi de soutenir des assassins, donc quelque part il est pris à partie, et Jabotinsky en est très impressionné, et il comprend à ce moment-là que la religion n'est pas, comme il le croyait jusqu'à maintenant, comme il le dit, une momie ou un cadavre embaumé. Il comprend que la religion est une force vive. Il comprend que le judaïsme est une force vive pour la nation et que c'est une force essentielle pour la renaissance de la nation juive en Eretz Israël. Alors, justement, et lorsque vous en parliez au début de votre intervention avec nous, lorsqu'il va écrire une mention, c'était je crois en 1940, pour un congrès de la NOS, donc c'est la nouvelle organisation sioniste qui est fondée en 1935. Il écrit: l'objectif du sionisme est la rédemption d'Israël sur sa terre, la renaissance de sa nation et de sa langue, et l'enracinement des principes sacrés de sa Torah dans sa vie nationale. Alors c'est pas le Rav Kook qui écrit ça, c'est Zeev Jabotinsky. Absolument, c'est frappant quand on lit ces lignes. Effectivement, on se demande un petit peu si vraiment si on croit ce qu'on lit. Effectivement, quand il parle de l'enracinement des principes sacrés de la Torah, je dirais, effectivement, on pourrait croire qu'on lit le Rav Kook. Et d'ailleurs, cette motion qui a été votée en 1935 n'a pas été a suscité une vive opposition au sein même du mouvement sioniste révisionniste, parce qu'il y avait la vieille garde très laïque qui considérait que c'était certains ont cru que c'était uniquement pour faire plaisir à la faction religieuse, ce qu'on appelait la Brit Yeshurun, l'alliance de Yeshurun, qui était la faction religieuse au sein du mouvement sioniste révisionniste. Mais en fait, c'était pas seulement ce qu'on appellerait aujourd'hui je dirais du shochad, c'était pas pour faire plaisir aux membres religieux qui étaient de toute façon une minorité très infime au sein du mouvement révisionniste. C'était vraiment parce que Jabotinsky était convaincu que la Torah devait servir de guide dans la vie nationale de l'État d'Israël, et ça correspond aussi quelque part à ses idées essentielles en matière d'État-nation, et l'idée qu'il a que chaque culture nationale a une valeur incomparable. C'est ce qu'il appelle la ségoula, non pas au sens religieux, mais au sens national. Et donc pour lui, la politique juive en Eretz Israël doit être inspirée par la Bible. Certes, pas dans le sens de la halakha, il ne faut pas non plus en faire un partisan d'un État de halakha, mais au sens où nous avons une culture nationale qui nous est propre, et nous n'avons donc pas besoin d'aller chercher des modèles chez les autres nations. Et c'est là que sa conception est très originale, parce que finalement, très souvent aujourd'hui dans la vie politique et aussi dans la vie juridique, on va chercher des exemples ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre, en Europe. Et bien aux yeux de Jabotinsky, je dirais c'est totalement inutile, et parce que nous avons dans notre propre culture nationale des concepts et une tradition qui doit nous servir et qui peut nous guider dans la vie de notre État. Et de ce point de vue-là, effectivement, ces idées sont tout à fait révolutionnaires. Révolutionnaire et surtout très actuel, puisque ce sujet justement de la relation entre la religion et l'État, c'est un sujet qui est très central encore aujourd'hui. Et ce que vous expliquez en fait, c'est que on pourrait s'inspirer aujourd'hui de cette pensée de Zeev Jabotinsky pour justement essayer de mieux comprendre et ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Oui, je dirais sa pensée est très actuelle. C'est ce qui m'a un peu inspiré pour publier ce livre, c'est que finalement ces idées sont tout à fait pertinentes pour le débat actuel en Israël et d'ailleurs aussi en dehors d'Israël, à savoir qu'il faut distinguer la sphère privée, la sphère publique. Dans la sphère privée, chacun est libre de faire ce qu'il entend, dans une certaine mesure évidemment, mais c'est la liberté de conscience qui doit prévaloir. Et dans la vie publique, par contre, comme il le dit, il faut manifester une attitude positive envers la tradition, parce que c'est notre trésor national, et donc il faut que la tradition d'Israël ait un rôle important dans la vie publique de l'État, et il faut qu'elle inspire aussi la politique de l'État d'Israël, pour lequel il s'est battu toute sa vie et dont il n'a pas vu évidemment la création, puisqu'il est mort en 1940. Voilà, donc ce sont en fait des textes et des articles qui ont été donc publiés par Zeev Jabotinsky tout au long de sa vie, et puis c'est précédé par, on va dire, un petit résumé justement de ce que nous avons parlé, État et religion dans la pensée de Rosh Bétard. Pourquoi avoir parlé de Rosh Bétard plutôt que de Zeev Jabotinsky pour ce titre? Parmi toutes ses nombreuses réalisations, au cours de sa vie, il a fait beaucoup de choses.
et il a dit quelque part que ce dont il était le plus fier, c'était d'avoir créé le mouvement du Bétar, le mouvement de la jeunesse juive, et que c'était pour lui, à ses yeux, la chose qui devait rester. Et c'est pour ça que j'ai pensé que le titre de Roche Bétar, auquel il était très attaché, convenait pour présenter ses conceptions en matière d'État et de religion. Très bien. Un livre qui va paraître bientôt, Pierre? Ce livre est déjà disponible. On vous invite à le consulter parce que c'est très intéressant et puis c'est aussi très actuel. Hein. C'est ce que je pense qu'on pourra conclure par ça, que c'est une pensée qui aujourd'hui peut nous aider à mieux comprendre et peut-être aussi à mieux expliquer ce qui se passe dans la société israélienne. Tout à fait. Merci Pierre d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Et Shana Tova. Shana Tova. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.